Aux urgences d'un hôpital, une scène familière se déroule. L'admission d'une personne arrêtée par la police nécessitant des soins médicaux. Cette nuit d'octobre 2020 ne fait pas exception, mais cache une histoire particulièrement plus sombre. Levi Davis, un jeune homme de 26 ans, est allongé sur un brancard. Il est menotté et présente une profonde blessure à la jambe, nécessitant des points de suture. Le policier qui l'escorte reste silencieux, gardant pour lui la véritable nature des événements qui ont conduit à cette situation. Le personnel médical s'affaire autour du patient, ignorant qu'il prodigue des soins à un homme qui, quelques heures plus tôt, a commis l'un des actes les plus impardonnables qui peut être commis, le meurtre de sa propre mère. Vous êtes prêts ? C'est parti. Les données précises concernant le nombre de mères assassinées par leur fils aux États-Unis sont limitées, car les statistiques criminelles détaillées sur les relations spécifiques entre victimes et auteurs ne sont pas toujours publiées. Toutefois, des études sur la violence familiale indiquent que les parricides, bien que rares, se produisent dans diverses dynamiques familiales. Salut à tous, c'est SH. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle histoire de crime. Remontons 8 heures plus tôt, juste avant l'arrivée de Levi Davis aux urgences de l'hôpital, dans la petite ville paisible de Middleton, dans l'Idaho. Une communauté de 10 000 habitants qui vit au rythme tranquille des villes provinciales américaines où l'économie locale repose principalement sur de petits commerces de proximité et sur l'agriculture. C'est le 10 octobre 2020, à 15h35 précisément, que cette tranquillité est brisée par un appel au standard du 911. 911, emergency, emergency. I just came off from my work and I think my wife's dead. Oh my God. Okay, we're getting help on the way. I want you to get flat on her back on the ground and remove any pillows. She's stiff. She's Stiff? cold and there's blood everywhere. Oh God. Do you know where the blood's coming from? No, I never touched her. Oh Jesus Christ. Un appel qui va bouleverser la vie de nombreuses personnes, dont celle de Kevin Klein, un homme qui rentre tranquillement chez lui après sa journée de travail, mais ce qu'il découvre dans sa maison de Lake Street le marquera à jamais. Sa femme, Carly Cantrell, gît sans vie dans leur salon dans une mare de sang. La scène est apocalyptique. Du sang macule les murs et le sol. Des empreintes sanglantes tracent un chemin macabre à travers la maison. À l'extérieur, dans une cruelle ironie, le chien de la famille est enfermé dehors, observant la scène à travers les portes vitrées, témoin silencieux de l'horreur qui vient de se dérouler. Les premiers policiers arrivent rapidement sur place, découvrant un Kevin Klein en état de choc. La scène qu'ils découvrent dépasse l'entendement. Carly Cantrell, femme respectée dans la communauté, en tant que directrice exécutive de la West Valley Human Society, qui est une organisation à but non lucratif située à Caldwell dans l'Idaho, et qui est dédiée au sauvetage, aux soins et au replacement des animaux dans le besoin, une SPA locale en gros, mais qui est aussi une mère dévouée de 4 enfants vient d'être sauvagement assassinée. Les traces de lutte sont évidentes dans la maison, suggérant un combat désespéré pour sa vie. La scène de crime révèle une histoire tragique, inscrite dans les moindres détails sur les murs de la maison. Les empreintes ensanglantées racontent le parcours du meurtrier, menant du salon jusqu'au garage où est garée la voiture de Carly, à côté d'un SUV en cours de restauration. Mais qu'est-ce que le tueur a bien pu aller faire dans le garage ? Les enquêteurs arrivent alors que 2 des fils du couple rentrent de l'école. Ils commencent à interroger les membres de la famille et la chronologie des événements se dessine rapidement. Cette matinée avait commencé comme tant d'autres. Kevin était parti travailler vers 7h30. Les 2 plus jeunes fils avaient pris leur voiture pour aller au lycée. Un détail apparemment anodin prend soudain une dimension tragique. L'un des fils avait envoyé un message à sa mère, lui demandant d'apporter un projet d'anglais oublié à la maison. Ce message est resté sans réponse et marque probablement les derniers instants de vie de Carly. Quand les détectives interrogent Kevin sur d'éventuels suspects, sa réponse est immédiate et troublante. Il désigne immédiatement son beau-fils, Levi Davis, 26 ans. Cette suspicion n'est pas sortie de nulle part. Levi a récemment été expulsé du domicile familial vers une maison de transition. Une maison de transition est une structure d'hébergement temporaire conçue pour aider les jeunes en transition vers l'âge adulte à acquérir l'autonomie nécessaire pour une vie indépendante. En effet, Levi traîne derrière lui un lourd passé. Violence, cambriolage, problèmes de drogue. Sa relation avec sa mère était un terrain miné et des conflits éclataient constamment entre eux. C'est le témoignage d'un voisin qui vient rapidement étayer ses soupçons. It was gone. I could be mistaken. It could have still been here. But when I left, for sure, I left it at 9 a.m. to go to work. Okay. It was gone then. I know. I saw it when I left, or when I first departed to go get the gas. I did see he pulled up right at the same time. I didn't say hi or anything. I just thought it was weird because I haven't seen him in a minute. And he parked in the driveway, which was weird too. He usually parks over there.
Il décrit avec précision avoir aperçu la voiture de Lévy, une Chevrolet Aveo bleue, à la carrosserie abîmée, qui était stationnée dans l'allée de la maison vers 7h54 ce matin-là. Ce détail est d'autant plus frappant que Lévy n'avait pas été vu dans le quartier depuis des mois. Plus inhabituel encore, il était garé différemment de son habitude, comme s'il cherchait à dissimuler sa présence ou à faciliter une fuite rapide. Le véhicule avait disparu avant 9h, laissant derrière lui, sans aucun doute, une scène de crime qui ne serait découverte que plusieurs heures plus tard. Une caméra Ring, qui est une caméra de surveillance dissimulée dans la sonnette des maisons, est installée un peu plus loin dans la rue. Elle capture le véhicule de Lévy fuyant la scène vers 8h20, fournissant un élément temporel crucial dans la chronologie du crime. Les enquêteurs, armés de mandats de perquisition pour la maison et le téléphone de Lévy, commencent à reconstituer avec précision le puzzle macabre de cette matinée. L'enquête médico-légale révèle aussi des détails essentiels à l'enquête. Dans la maison, l'inventaire des armes et des couteaux de cuisine est complet. Aucune ne manque, suggérant que le meurtrier a apporté sa propre arme ou utilisé un objet qu'il a emporté avec lui lors de sa fuite. Un élément crucial émerge également des déclarations de Kevin. Il avait récemment loué un box de stockage pour Lévy, un geste bienveillant destiné à aider son beau-fils à stocker ses affaires en attendant qu'il se stabilise. Les heures qui suivent le meurtre dressent le portrait d'un homme oscillant entre panique et tentative maladroite de construire un alibi. La première destination de Lévy après le meurtre est particulièrement révélatrice. Il se présente chez Larry et Sonia Lucero, entrant dans leur maison sans s'annoncer. Sonia remarque immédiatement son apparence alarmante. Une pâleur cadavérique, une expression tourmentée et surtout un jean maculé de sang. Face aux questions de Larry, Lévy tente une explication peu convaincante, prétendant s'être poignardé accidentellement. Sa demande désespérée de prendre une douche, allant jusqu'à proposer de l'argent, trahit son besoin urgent d'effacer les preuves de son crime. Le refus catégorique de Larry force Lévy à chercher une autre solution. C'est ainsi qu'il se dirige vers son box de stockage, arrivant à 10h22 précisément. La vidéosurveillance capture sa présence, montrant un homme visiblement perturbé, effectuant plusieurs allers-retours. Dans l'anonymat de son box de stockage, Lévy procède à un premier changement de vêtements, dissimulant ses habits ensanglantés dans une boîte. Un détail révélateur de son état mental perturbé. Il doit se changer une seconde fois lorsqu'il réalise que sa blessure à la cuisse continue de saigner abondamment. La suite de sa journée prend une tournure presque surréaliste, comme si Lévy tentait de construire une façade de normalité. Il récupère un ami et, dans un comportement qui défie toute logique après un tel acte, décide d'aller se faire couper les cheveux. Il attend patiemment plus d'1 heure dans la salle d'attente du salon de coiffure, payant même généreusement pour son ami et laissant un pourboire, comme si c'était un jour ordinaire. La fuite en avant de Lévy prend un tournant encore plus étrange lorsqu'il s'arrête au magasin Jackson's. Les caméras de surveillance le montrent boitant visiblement jusqu'au distributeur automatique, où il effectue 3 retraits successifs, comme pour s'assurer une réserve d'argent liquide. Il achète également des Red Bull, un détail anodin qui prend une dimension macabre dans le contexte des événements. Sa démarche boiteuse, captée par les caméras, deviendra plus tard une preuve supplémentaire de sa présence sur la scène du crime. Dans une tentative presque théâtrale de construire un alibi, Lévy et son ami se rendent ensuite au cinéma Regal Edwards à Nampa. Le choix du film ajoute une couche un peu plus sinistre encore à la situation. Barbarian, un film d'horreur. Pendant que la famille découvre l'horrible scène qu'il a laissée derrière lui, Lévy est assis dans l'obscurité d'une salle de cinéma, comme si regarder une fiction horrifique pouvait effacer l'horreur bien réelle qu'il avait perpétrée quelques heures plus tôt. À 23h45, probablement convaincu d'avoir établi un alibi suffisant, Lévy retourne à sa maison de transition. Il suit la procédure habituelle, s'enregistrant via le système de code PIN, ignorant que chacun de ses mouvements a été minutieusement surveillé. À l'extérieur, la force d'intervention sur les délinquants violents attend patiemment, ayant orchestré une opération minutieuse pour éviter toute possibilité de fuite et interpeller Lévy. L'arrestation rapide est coordonnée. Pendant que des officiers entrent par l'avant, un maître chien se positionne à l'arrière, fermant tout échappatoire possible. L'interrogatoire qui suit à l'hôpital, où Lévy est soigné pour sa blessure, révèle une facette troublante de sa personnalité. Face au détective du bureau du shérif du comté de Canyon, il adopte une stratégie de défense à la fois primitive et révélatrice. Il fait semblant de dormir, comme un enfant tentant d'éviter une conversation désagréable. Cette tactique d'évitement contraste fortement avec la gravité des accusations auxquelles il fait face. L'interrogatoire se déroule dans l'atmosphère stérile d'une chambre d'hôpital où Lévy est menotté à son brancard pendant que les médecins s'occupent de sa blessure à la jambe. Les détectives expérimentés dans l'art délicat des interrogatoires commencent par une approche pragmatique. Ils observent avec attention la réaction de Lévy lorsqu'il évoque la mort de sa mère. Son manque d'émotion est frappant. Pas de larmes, pas de choc apparent, juste une indifférence glaciale qui contraste violemment avec la gravité de la situation. Les enquêteurs déroulent méthodiquement le fil des preuves devant lui. Il mentionne les témoins qui l'ont vu ce matin-là.
les traces de sang dans sa voiture, ses vêtements tachés cachés dans le box de stockage. Chaque fois qu'une preuve est présentée, Levy répond par le déni ou un silence, se réfugiant dans une somnolence artificielle qui ne trompe personne. Sa stratégie d'évitement devient presque enfantine. Il ferme les yeux, prétend s'endormir, comme si l'absence de réponse pouvait faire disparaître la réalité de ses actes. Les détectives changent alors de tactique, évoquant les relations tendues avec sa mère, les conflits passés, les problèmes de drogue. Ils tentent de créer une ouverture émotionnelle, suggérant que parfois les situations échappent au contrôle. Mais Levy reste retranché dans son déni, répondant par des phrases courtes et évasives. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ça fait des semaines que je n'ai pas vu mes parents. » La tension monte quand les enquêteurs abordent la blessure à sa jambe. Cette blessure, probablement auto-infligée durant la lutte avec sa mère, devient un point focal de l'interrogatoire. Les détectives savent que son sang a été retrouvé sur la scène de crime, mêlé à celui de sa mère. La présence de ces deux ADN raconte l'histoire d'une lutte violente, d'un moment où mère et fils ont versé leur sang sur le même sol. Face à l'accumulation des preuves, les détectives adoptent une approche plus directe. Ils confrontent Levy à l'absurdité de son comportement après le meurtre. Sa visite chez les Lucero, couvert de sang, sa séance de coiffure, sa soirée cinéma comme si c'était un jour ordinaire. Cette succession d'actions traduit une tentative désespérée de construire un alibi, soit, plus troublant encore, une incapacité totale à mesurer la gravité de ses actes. La question de l'arme du crime reste en suspens. Les enquêteurs savent que tous les couteaux de la maison ont été retrouvés. Cette information suggère une préméditation. Levy aurait apporté sa propre arme, puis l'aurait fait disparaître après le meurtre. La blessure à sa jambe, probablement causée pendant la lutte avec sa mère, devient le témoin silencieux de la violence de l'affrontement. L'indifférence apparente de Levy face à la mort de sa mère pousse les détectives à une confrontation plus émotionnelle. Ils évoquent ses frères qui ont découvert la terrible scène en rentrant de l'école, son beau-père dévasté, la communauté sous le choc. Mais même ces rappels de l'impact humain de son crime ne semblent pas l'atteindre. Il continue de feindre la somnolence, esquivant les questions par des réponses évasives ou des silences prolongés. Le point culminant de l'interrogatoire survient lorsque les détectives lui annoncent avoir retrouvé la boîte contenant ses vêtements ensanglantés. Les analyses médico-légales révéleront plus tard la présence de son sang et de celui de sa mère, tissant une toile de preuve impossible à nier. Les traces de luminol dans sa voiture racontent l'histoire de sa fuite précipitée, les empreintes digitales ensanglantées sur le volant et les poignées de porte devenant des témoins de son crime. Finalement, confronté à la réalité des preuves, Levy finit par avouer et accepter un accord avec le procureur. Il plaide coupable d'homicide au second degré, évitant ainsi un procès qui aurait forcé sa famille à revivre ce traumatisme en détail. La sentence tombe comme un coup près, un minimum de 40 ans de prison avant toute possibilité de libération conditionnelle. Pour un garçon de 26 ans, c'est pratiquement une condamnation à vie. L'histoire de Levy Davis illustre la complexité des problèmes de santé mentale et de toxicomanie dans notre société. Son parcours, jalonné d'incarcération et de tentatives de réhabilitation, met en lumière les défis auxquels font face les personnes en probation. La maison de transition, censée être un pont vers une vie stable, n'a pas suffi à prévenir cette tragédie. Cela soulève des questions cruciales sur l'efficacité des programmes de réinsertion et le suivi des personnes à risque. Pour les frères de Levy, cette tragédie représente une double perte, celle de leur mère et celle de leur frère. Leur retour de l'école ce jour-là marque une rupture définitive avec leur vie d'avant, un moment où l'innocence de l'enfance s'est brutalement heurtée à la réalité de la violence familiale. Cette affaire nous laisse avec des questions persistantes sur la nature de la violence familiale, la responsabilité collective dans la prévention de tels drames et les limites de notre compréhension de l'esprit humain. Alors que Levy Davis commence sa longue peine de prison, la communauté de Middleton dans l'Idaho continue de porter le poids de cette tragédie, rappelant que certaines blessures individuelles et collectives ne guérissent jamais complètement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, likez et partagez. C'était SH. Bye bye.